Bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième épisode de Silicon Sentier, votre podcast qui parle de la vraie Startup Nation. Je suis Antonin et je suis en compagnie de Karim. Salut. Et de Cameron. Salut. Et cet épisode n'est malheureusement pas sponsorisé par Zoom. I want France to be a startup nation. Chez Fink, c'est une culture de guerre, c'est une culture de fight. On n'a pas peur de dire que construire une grande boîte, c'est un combat et âme sensible s'abstenir. Et il pense que c'est révolutionnaire parce que son conseiller Pôle emploi l'encourage, forcément, ça leur fait un chômeur de moins officiellement. Mais bien sûr, Pierrick, une appli qui géolocalise les prostituées, lance-toi mon pote. T'es le prochain Mark Zuckerberg, ça se sent. Combien de fois on va sur des sites internet, puis là il nous demande de rentrer un code avec des chiffres et des lettres bleues tordues, et il veut vérifier si on est des robots. Toi, t'es un robot ordinateur. Comment toi tu vérifies si moi je suis un robot? C'est moi qui t'ai acheté. Alors cette semaine, on va commencer par des petites news. On va pas mal parler de Zoom, notamment avec Karim. Cameron va nous faire une news intéressante. Si vous êtes propriétaire d'un Boeing 787, je crois qu'il faut le redémarrer de temps en temps. Il vous expliquera pourquoi. Un tout petit peu. Et puis ensuite, on va parler un petit peu de ce que c'est le Tech for Equity. Et de comment, en tant que founder, vous pouvez faire développer toute votre application sans débourser un centime. Et puis ensuite, on va faire un petit flop de startup et un petit top de startup. C'est quoi le flop cette semaine? C'est la gestion du coronavirus par Yelp. Et puis pour le top? Alors, on va parler d'une startup française qui est dans la Meditech, Medical Tech, Tech médicale. Bon bah ça on coupera pas, on va le laisser tel quel, hein. Je vous le dis direct. Allez, allons-y, on va commencer par notre petite news sur Zoom. Alors j'imagine que vous connaissez Zoom parce que en cette période de confinement un peu bizarre, on est obligé de se tourner vers des outils informatiques informatisants pour pouvoir se parler à travers des ordinateurs, faire des chats, un peu du Skype, ce genre de trucs. Et Zoom s'est imposé assez rapidement là-dedans. Je crois qu'en ce moment, ils ont dans les 200 millions d'utilisateurs par jour. Ah ouais. Ce qui est assez fou. C'est une petite somme. Hein. Ça commence à faire. Alors évidemment, il y a plein de news sur Zoom qui pop en ce moment, mais il y a surtout des choses intéressantes. C'est que Zoom, c'est une boîte qui est tradée en bourse. Avec le confinement, les gens se sont dit, il faut absolument que j'achète du Zoom. Le Zoom va valoir de l'or dans quelques mois. Et donc, il y a des investisseurs professionnels ou non qui se sont rués sur leur PEA pour acheter du Zoom. Et ils ont acheté, en même temps, on peut pas leur en vouloir, ils ont acheté Zoom, Z-O-O-M, sur le Nasdaq. Mm-hmm. Le problème, c'est que Zoom et Z-O-O-M, ça n'a rien à voir avec la boîte dont on vous parle depuis tout à l'heure. Alors, il y a une petite erreur, en effet, c'est un petit groupe télécom, mais un truc rikiki qui est basé à Pékin. Ils font de l'électronique, des trucs comme ça, ils ont des chiffres plutôt mauvais depuis quelques années. Et là, ils ont vu un pic. Ils se sont dit, ouh. Ah bah là... ça sonne là. C'est facile, en gros, depuis le mois de janvier, depuis le début de l'année, ils ont fait à peu près plus 120% sur le titre, donc... une petite erreur de rien du tout, c'est-à-dire qu'ils sont passés de 15 milliards de dollars de valorisation à 41. Ça, quel plaisir. Et voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la SEC aux États-Unis, qui est la Security Exchange Commission, qui a un peu mis le pied dans la porte et qui a dit oulala, attendez, on va se calmer. Il y a des erreurs qui ont été faites et en fait, ils ont mis une halte au trading du Zoom. Et ils ont redirigé les investisseurs en faisant un communiqué en disant attention, le ticker que vous voulez acheter, c'est ZM, c'est pas ZOOM. Ça n'a pas empêché quand même le vrai ticker de Zoom d'avoir une popularité extraordinaire dans les dernières semaines. Mais du coup, c'est assez intéressant parce qu'on peut noter que finalement les investisseurs font peut-être un peu n'importe quoi et achètent un peu tout ce qui passe. Moi, ça me paraît fou qu'il y ait des erreurs comme ça qui puissent être faites. Ah mec, tu veux du Zoom? Il y a écrit Zoom. Pourquoi ce serait pas Zoom? Alors, vous savez quoi? En fait, ça s'est déjà produit. Par exemple, il y avait eu lors de l'IPO de Twitter. Twitter, lorsqu'ils sont rentrés en bourse, le ticker qu'on leur a donné, c'est TWTR. Mm-hmm. Et puis, il y a des gens qui ont acheté TWTRQ, qui n'avait rien à voir avec Twitter. Et en quelques heures, le stock de TWTRQ, qui en fait est un truc où ils vendent je crois qu'ils vendent du matériel pour mettre des enceintes chez vous pour faire un home cinéma. C'est pour le twerk, non? C'est ça? Et ils avaient pris 679%.
en une journée. Donc pareil, légère petite erreur. Il y en avait eu d'autres, on va pas toutes les faire, mais en tout cas c'est pas la première fois que ça arrive, et ça prouve bien que les investisseurs font parfois un petit peu n'importe quoi. Ok, super. Notre argent est en lieu sûr. Exactement. Ah bah ça. Allez, je vais laisser Karim enchaîner pour nous parler encore un petit peu de Zoom. Je rappelle, ce podcast n'est pas sponsorisé par Zoom. Et je rappelle que si Zoom veut notre RIB, c'est 285 492 667. On est ouvert au sponsoring, hein, ça, il n'y a pas de problème. Ramenez l'argent. Moi, je vais vous parler de Zoom Bombing. Alors, comme Antonin vient de nous le dire, Zoom, c'est un logiciel de visioconférence qui est devenu très populaire ces derniers temps, et encore plus durant le confinement. Beaucoup de personnes sont en télétravail, et le nombre d'utilisateurs actifs a été multiplié par 4. Je soupçonne quand même que les apéros et les parties de loup-garou contribuent fortement à cette popularité soudaine, me faites pas croire non plus que tout le monde bosse. Pourquoi est-ce que Zoom a gagné plus en popularité que les autres services, par exemple Skype ? Parce que Zoom permet de faire des visioconférences gratuitement jusqu'à 100 personnes, sans logiciel à installer et sans compte à créer. Simplement en cliquant sur un lien, la conférence vidéo s'ouvre dans le navigateur, et si votre entreprise a un compte pro, c'est jusqu'à plusieurs milliers de participants possibles. Pour passer le temps pendant le confinement, il y a des personnalités ou des grandes marques qui organisent des conférences publiques. Ça va du designer connu qui fait un tuto Photoshop, à Chipotle qui interviewe une star et qui offre des bons pour avoir des burritos gratuits. Pour qu'un maximum de personnes puissent assister à ces conférences, le lien est partagé sur les réseaux sociaux, et là, forcément, il y a des petits malins qui s'amusent à aller sur les conversations et à diffuser du porno. Ça s'appelle le Zoom Bombing. Ah ok, il aurait pu mettre Rick et Morty. Je comprends pas. Ouais, mais on est sur Internet. Tu sais, c'est marrant, t'imagines, t'es en réunion avec ton boss, c'est super sérieux, ça parle de chiffres, et puis c'est un peu la crise, tu vois, Corona... Et d'un coup, ziac, une teub sauvage. A wild penis appears. Un autre point sur lequel il faut faire plus attention que d'habitude en ce moment, c'est quelque chose qu'on appelle le phishing. Ça consiste à créer un site internet qui est une copie d'un site officiel et qui va servir à récupérer des informations critiques. Par exemple, vous recevez un mail d'une adresse Gmail avec le nom et prénom de votre manager qui vous dit « Bonjour, je suis en conférence avec le client, il nous manque une info. Connecte-toi sur ce meeting Zoom avec ton adresse pro pour que je puisse débloquer la situation au plus vite. » Dans le doute, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur une page qui vous demande de rentrer votre login et votre mot de passe, avec une adresse web qui contient le mot Zoom, le même logo, le même design, et il y a même le petit cadenas en haut à gauche à côté de l'adresse. Vous rentrez vos infos, vous tombez sur un message d'erreur, impossible de vous connecter, problème technique. Par contre, votre nom d'utilisateur et mot de passe sont déjà entre les mains de pirates qui peuvent se connecter à votre messagerie d'entreprise, aller sur le Google Drive récupérer des documents et se faire passer par vous auprès de clients. Le mal est fait. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que depuis janvier, il y a 1700 nouveaux noms de domaine avec le mot Zoom qui ont été créés. Donc potentiellement 1700 sites malveillants qui tentent de récupérer vos informations. 1700 c'est énorme, et ça montre qu'il y a quand même de l'opportunité pour arnaquer les gens un peu de partout, quoi. Mais c'est quoi le principe même de vouloir voler un compte Zoom ? Les gens ont les mêmes mots de passe de toute manière pour Zoom et pour leur compte pro, pour leur Gmail, pour leur Google Drive, etc. Ils construisent des bases de données de mots de passe pour après les mettre dans les trucs de brute force, comme ça. Ou encore plus simplement, ils te disent tiens, clique là-dessus, connecte-toi avec ton adresse pro. Et du coup, tu tapes karim@kazoo-compagnie et tu mets ton mot de passe. Tu as récupéré le login et le mot de passe de l'adresse pro. Tu peux aller te connecter sur le Slack, sur le Gmail, sur le Drive. Et récupérer toutes les BSPCE. Référence à l'épisode 1. C'est parti. Allez, je prends le relais. Je vais vous faire un petit point investissement pour le mois de mars. Alors, sans vouloir vraiment spoiler, mais je peux vous le dire de toute façon, a priori, l'année 2020, l'investissement sera plus faible qu'en 2019. J'y crois pas. Donc il y a un ralentissement des levées de fonds. Ça a été reporté par, alors j'allais dire, nos confrères du site Madines. Ils sont beaucoup plus sérieux et beaucoup plus intelligents que nous. Nos confrères du gouvernement. Ça a été rapporté par les grandes personnes du site Madines, et nous on se contente de vous parler un peu de ça. Mais donc vous le savez, il y a une crise sanitaire et économique en ce moment, et les investisseurs en fait ils préfèrent accompagner les startups qu'ils ont déjà plutôt que de s'engager dans des nouveaux investissements. Donc en fait là en mars, il y a à peu près 177 millions d'euros qui ont été levés, ce qui peut paraître beaucoup. Mais si on compare par exemple au mois de janvier de cette année, il y avait 600 millions d'euros qui avaient été levés.
En février, ça commençait déjà un petit peu à descendre à 355 millions d'euros. Et puis en mars, la première semaine de mars, quand on n'était pas encore en confinement, il y a 115 millions d'euros qui ont été levés. Et puis ensuite, tout le reste, ça a été des petites opérations jusqu'à la fin du mois de mars. Pour vous faire une petite comparaison, l'année dernière, en mars 2019, on était aux alentours des 500 millions d'euros. Et en total, sur l'année 2019, il y avait quand même 4,5 milliards d'euros qui avaient été levés par les startups françaises. À mon avis, l'année 2020 va se révéler beaucoup plus compliquée. Est-ce que tu penses pas que tout est mis en pause et que ça va reprendre en septembre, après les vacances, quand ce sera rétabli ? Alors je sais pas du tout, c'est vrai qu'on a quelques dispositifs en France qui sont assez intéressants mis à disposition des entreprises pour leur permettre de entre guillemets, faire payer leur salaire par l'État, faire payer les salaires par l'État. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous utilisez les dispositifs du chômage partiel, a priori, d'après ce que j'ai compris, les entreprises doivent quand même sortir de leur trésorerie les salaires et elles seront ensuite remboursées. Pour les entreprises qui n'ont pas la trésor, c'est une opération qui est assez délicate et il y a des entreprises qui, à mon avis, ont besoin de lever, qui avaient prévu de lever en mars, avril, mai. Si ces levées de fonds ne permettent pas d'être verrouillées à temps, peut-être qu'il y en a quelques-unes qui vont couler. On espère quand même que ça pourra reprendre d'ici la fin de l'année, mais a priori, de toute manière, l'année 2020 sera de toute façon plus basse que l'année 2019, qui elle était une année record. Si on pense à nos amis qui bossent en start-up, tout ce qui est rapport à l'événementiel par exemple, toutes ces personnes-là, elles sont à la rue là aujourd'hui, après tous les concerts, festivals et tous ces rassemblements de personnes. Et c'est vrai. C'est abandonné de toute façon, ces gens-là. Moi j'en connais personnellement. Et là, les levées de fonds, c'est même pas un sujet, c'est juste la survie, quoi. C'est même pas est-ce qu'on peut lever des sous, c'est est-ce qu'on va continuer le produit dans 2 mois, quoi. Ouais, c'est sûr. La grosse opportunité pour les événements, j'imagine que c'est durant l'été. C'est là où il y a beaucoup de festivals, par exemple. Oui, ça c'est vrai. Mais il y a aussi, par exemple, toute l'année, il y a des concerts. Ouais, c'est vrai. Comme tous les ans, il y a beaucoup de concerts. Et donc, du coup, en fait, un concert, il y a des concerts en... Moi, j'ai raté personnellement des concerts auxquels j'avais vraiment envie de me rendre en mars et en avril. Tout ce qui était programmé a été annulé. Et c'est pas juste nos artistes locaux, n'est-ce pas ? Mais un peu tout. Toutes les personnes liées à cette industrie-là, aujourd'hui, et c'est incroyable. Je pense notamment à GL Event, qui est aujourd'hui la boîte qui gère toutes les installations et qui possède les salles de plus de 6000 m² en France. Bah eux ils sont au chômage technique, plus personne ne fait d'événements, ils peuvent plus installer quoi que ce soit ni vendre le service. C'est bien, tu possèdes un espace mec, mais tu peux pas le vendre et tu peux pas vendre le service qui va avec. Franchement là la pandémie ça met littéralement des pans entiers de métiers au sol quoi. Et c'est pas la PLS c'est le cercueil Passez pas par la case départ, prenez pas 200 000, allez direct en prison. Effectivement, ça va être complexe. Bon, je te laisse enchaîner sur ta prochaine news, Cameron. Ça marche. Aujourd'hui, on va parler un peu d'aviation et on va parler de bugs en prod. Enfin, de mauvaise conception plutôt, si je puis dire. On connaît tous un peu les bugs en prod, pour ceux qui nous écoutent et qui sont un peu dev. Si vous avez vu des bugs en prod, force à vous, on est ensemble. Et on sait tous qu'il y a des bugs en prod qui coûtent plus cher que d'autres et qui n'ont pas la même saveur que les autres. Vous savez, c'est pas comme s'il y avait une typo et qu'on avait un pluriel qui buguait. Mais si par exemple les paiements passent plus, on peut plus se loguer. C'est crisant. Tu sais, ton PO qui vient en panique, qui transpire, la grosse sueur dans le dos. Il bégaye un peu, qu'est-ce qui se passe? Et c'est un peu ce genre de bug que dont je vais vous parler aujourd'hui. Tu sais, c'est la US Federal Aviation Administration a ordonné aux opérateurs de Boeing 787 de redémarrer l'avion tous les 51 jours. Alors vous allez me dire, mais pourquoi eux ils ont dit ça aux gens qui possèdent des Boeing? Qu'est-ce qui se passe? Alors il faut savoir d'abord qu'on n'éteint pas un avion comme ça. En fait, les avions ayant beaucoup de turnover, des crews différents, comme c'est possédé par des compagnies aériennes, le crew va changer. Tant que l'avion reste au sol, en fait il n'est pas éteint. On éteint les turbines, mais on n'éteint pas l'ordinateur de bord qui va continuer de fonctionner. Et donc du coup l'équipe d'après arrive, fait le check-up standard. Il y a les équipes de maintenance qui vont faire le tour de l'appareil, des constantes standards pour vérifier que l'appareil est toujours en bon état de voler. Et puis après hop, ils redémarrent les moteurs et c'est parti quoi. Mais ils n'éteignent pas le moteur, c'est un peu comme votre Mac, vous voyez, vous l'éteignez jamais. Et puis après quand vous faites un uptime, c'est 2 siècles. C'est un peu l'idée, tu vois, c'est un peu le même principe sur les avions. Mais en fait ce qui se passe, c'est qu'au bout de 51 jours, il y a des risques de scénario catastrophe, on va dire ça comme ça. En fait, au bout de 51 jours, si tu redémarres pas le truc, l'ordinateur de bord se met à générer des données
pollué et c'est inscrit en boîte noire et ça vient interférer avec les affichages en cabine. Ah ouais. Donc en gros, les types, si tu rebootes pas ton petit avion là, ton petit zinc, qu'est-ce qui se passe? Alors tu vas dire, qu'est-ce qui a impacté hein? Juste comme ça, la vitesse de déplacement par exemple. Ah oui, c'est emmerdant. Donc en gros, tu sais, t'es à 8 km au-dessus du sol, tu sais, du plancher des vaches qu'on connaît bien. Et puis tu sais, d'un coup, il dit tu vas à 2 km/h, tu sais. Or, tu vois, 2000, tu sais. Ah, pardon, quoi. Il y a l'attitude aussi. L'attitude d'un avion, il faut savoir que c'est c'est critique. la position de l'avion dans l'air, quoi. Donc si par exemple, après une turbulence, l'avion se penche un peu ou a pas une position très exacte, t'as l'ordinateur qui va dire « Eh, oh, loulou, tu peux redresser un petit peu le machin ?» Sauf que là, bah, tu peux être en Z, mon pote, il va dire « Ouais, tout est bien, continue !» On est bon, là. Il y a l'altitude aussi. Quand t'es à 1000, 2000 mètres, bon, lui, il s'en fout un peu, quoi. Il va te dire ce qu'il pense. Et certains indicateurs des fonctionnements des moteurs. En gros, tu sais pas trop ce qui se passe dessus. Il vit pas, il est là, quoi. Et donc, du coup, il y a les pilotes qui étaient en mode « Ah, c'est pas trop ouf, les gars !» Et donc, du coup, là, il y a un incident, notamment, qui a été remonté. Hein, c'est en 2014... T'as un Boeing 787 qui a pris feu au Japon parce qu'en fait les indicateurs de batterie au lithium étaient pas bien remontés et ils se sont rendus compte après que dans la boîte noire en fait bah, c'était pas les bonnes données. Le truc a pris feu sur place. Bon, heureusement pas de mort et personne n'a été blessé, mais oh là 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 là. Il y a aussi un autre bug lié à ça, c'est que si tu rebootes pas ton système, et bah c'est possible qu'en vol, et ben le système qui gère la navigation et ben plante. Et tout ça, on sait de quoi ça vient à peu près aujourd'hui. C'est une erreur de conception. C'est quand même l'enfer. Merci de poser la question. Alors, en fait, c'est parce que les ordinateurs de bord tournent sur un système 32 bits. Et du coup, les types, bah, au bout d'un moment, t'arrives au bout de la mémoire, et puis bah, le système fait genre... Bon, bah, remets-toi à zéro, les gars. Boeing est au courant de ça, et donc du coup, il y a des security policy pour justement éviter ce genre de bugs. Et donc, il y a des patchs qui ont été faits pour certains des bugs liés à ça. Mais sinon, dans le fond, à moins de changer tout le système, bah, tu dois reboot ton petit boostic tous les 51 jours, sinon tu risques de te trouver pas au bon endroit quand tu vas décoller, quoi. Quel enfer. Bon bah surtout si vous avez un Boeing 787 devant chez vous, avant de le sortir la prochaine fois, n'oubliez pas de le reboot. Ça fait pas de mal, et puis comme on dit, dans le doute, reboot, au moins comme ça, on est sûr que ça fonctionne. Je vais laisser Karim nous parler un petit peu de Uber Eats maintenant. Yes. Alors cette news m'a été proposée par Rémi, qu'on salue au passage. Big up. Comme vous le savez, la crise sanitaire affecte le business de tout le monde, mais en particulier les personnes qui travaillent dans des établissements qui sont maintenant fermés. Par exemple, dans l'Oregon, les strip clubs ont été jugés non indispensables à la vie du pays, et ont donc dû fermer leurs portes. Je comprends pas pourquoi. L'objectif de cette news n'est pas de lancer un débat sur la question « Est-ce qu'un peuple peut survivre sans strip club ?», mais plutôt de vous montrer la parade que le personnel a trouvée pour continuer son activité. Ils ont lancé un service qu'ils ont appelé « Boober Eats », et comme vous vous en doutez, c'est un service qui vous permet de vous faire livrer un repas par une stripteaseuse qui vous fera une petite danse dans sa tenue de travail tout en respectant les normes de distanciation sociale. Alors, est-ce qu'après le confinement, on va assister à la disruption du métier de stripteaseur ? Aucune idée. En tout cas, l'idée m'a bien fait marrer, j'ai trouvé ça ingénieux. Et c'est dans quel état, tu as dit ? C'est dans l'Oregon, à Portland. Mais incroyable, quelle belle ville, Portland. Là, ça c'est ce qu'on appelle de la disruption, tu vois. Voilà. Ça, c'est l'ingéniosité des hommes face à l'adversité. À ça, pour trouver des solutions pour continuer à avoir des stripteaseuses, toute la Startup Nation brainstorm, y a pas de souci. Ah ouais, là, tout le monde est levé et tout le monde est sur le coup, effectivement. Et bah, merci beaucoup pour cette news. On gardera ça en tête la prochaine fois qu'on ira aux États-Unis. Et puis, on va pouvoir enchaîner sur le dossier de la semaine. Alors, le dossier de la semaine, on va parler de Tech for Equity. Alors on va faire une petite mise en situation, on en avait fait déjà une la semaine dernière avec Michel, donc on va reprendre Michel. Finalement Michel n'est pas venu travailler, dommage pour lui, il n'est pas voulu travailler chez Caso Consulting, il n'a pas pris de BSPCE, il s'est dit j'ai l'idée du siècle et je vais faire le Tinder de la baraque à frites ou alors le Uber du chien pour aveugle. Il sent qu'il y a les milliards qui arrivent, l'IPO, la thune, les sous-sous. Il a l'idée, il a le marketing, il a le réseau, mais il n'a pas en fait les capacités pour développer son application ou son site web tout seul. Michel, il sait pas développer, il sait pas écrire du code.
Alors si vous êtes aussi développeur et que vous écoutez ce podcast, faites attention à ce qui va suivre, ça pourrait aussi grandement vous intéresser. Donc en fait, le principe du Tech for Equity, c'est que un founder qui n'est pas à la base technique va être capable de récupérer de la technique, récupérer des ressources techniques, donc en fait tout simplement des développeurs, en échange d'equity. Alors aujourd'hui, on va pas parler de toutes les méthodes qui existent pour développer votre application sans code. On se garde ça pour une autre fois. On va pas parler non plus de la viabilité du Tinder de la baraque à frites, hein. Et on va pas parler de comment choisir le bon associé. Je pense qu'on pourrait en faire un dossier à part. Donc vous savez pas développer, vous tentez d'amadouer un développeur c'est cher. Un freelance, pour votre gouverne, ça coûte environ entre 350 et 400 euros par jour pour un développeur qui va quand même être assez junior. C'est plutôt dans les 600 et entre 600 et 800 euros par jour pour des développeurs seniors. Donc après, il y a toute la fourchette au milieu de tout ça. Sans rentrer dans les détails, en plus, vous allez souvent devoir ajouter la TVA à ce prix-là, parce que ça, ce sont des prix hors taxe. Et puis cette TVA, vous pouvez pas la récupérer parce que vous êtes un particulier. Donc ça commence à faire un paquet d'oseille quand même. Alors je vous arrête tout de suite. Vous allez pas commencer à me dire oui, non mais c'est facile, il y a 2 écrans pour mon application, il y en a pour 3 jours, je vais prendre un junior à 400 euros par jour, c'est bon, j'en aurai pour me... Non, ok, non. Quand vous faites construire une maison, vous allez pas voir l'architecte et le maçon pour leur dire comment faire la maçonnerie, comment vous voulez faire votre maison, etc. Vous laissez les professionnels faire les choses. Pourquoi ? Parce que sinon vous allez avoir 3 briques dans un champ de boue à la fin, au bout de 3 jours, vous n'y connaissez rien, laissez les experts faire leur boulot. Donc vous avez un peu d'argent de côté, peut-être, vous vous dites que vous allez donc investir dans un développeur, vous le payez au forfait, ou à la journée, peu importe. Il vous livre un produit un peu bancal, qui marche pas forcément trop, du coup il vous demande légitimement un peu plus d'argent pour terminer le travail. Mais c'est aussi un peu de votre faute, vous avez changé d'idée entre-temps, du coup vous êtes un peu ruiné et vous retournez habiter chez vos parents. Donc tout ça c'est quand même plutôt des mauvaises idées, mais il y a une autre voie, il y a une voie de la salvation, et cette voie c'est donc le Tech for Equity. Mais qu'est-ce que c'est ? Donc le Tech for Equity, ça permet de développer, son produit à moindre coût, ça peut même permettre peut-être de trouver un partenaire technique dans l'aventure. Le principe c'est le suivant. Déjà, vous devez absolument parler de votre idée, vous devez la pitcher, la partager, la confronter aux visions autour de vous, et vous devez tenter de rentrer en contact avec des développeurs qui sont quand même assez expérimentés, et au lieu de les payer en monnaie sonnante et trébuchante, en fait, vous allez leur proposer de les payer en parts. Alors je pense qu'ici, on nous a tous déjà proposé ça en tant que développeur. Tout à fait. Ah oui. Sur des idées bien plus foireuses que le Tinder de la baraque à frites. Farfelu as fuck. En tout cas, ça nous est déjà tous arrivé, mais en fait, le principe du Tech for Equity, c'est qu'on va formaliser tout ça dans un contrat. Donc il y a un ou plusieurs développeurs qui vont donner à Michel de la tech, du code, et en échange donc d'equity de parts. Donc je me suis procuré un contrat de Tech for Equity auprès d'un ami. Donc c'est un contrat qui est entre une société et un développeur. Lui, il est le développeur. Je vais garder pour moi le nom des 2 personnes, mais c'est un contrat qui est actuellement en application et qui donc va me permettre de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc c'est très simple. Le développeur qu'on va toujours appeler Michel cette fois-ci, hein, il a un peu de temps libre le soir et le week-end. Il adore travailler sur des projets à côté, des side projects, et surtout, très important, il croit en votre capacité à faire grossir le business et à lever des fonds pour le Tinder de la baraque à frites. Donc normalement ce qu'il fait, c'est qu'il facture 500 euros par jour en tant que freelance. Donc dans l'accord Tech for Equity, on va dire la chose suivante, on va dire que y en a un qui va développer le business de la boîte, il va chercher des clients, il va essayer de booster toute la boîte pour en faire une boîte florissante. Michel, lui, de l'autre côté, il va s'engager sur le développement de l'application, le développement du site, etc. Et à la fin de chaque mois, il va comptabiliser les journées qu'il a passées sur le projet. On va dire que vu que c'est en confinement, il a rien à faire sur le mois de mars. Du coup, il va y passer beaucoup de temps. Et il va envoyer à la fin du mois une facture de 8 jours de temps de travail passé sur le projet, avec une facture détaillée, évidemment, avec des explications de ce qui a été fait, surtout de pourquoi ça a été fait. Et 8 jours, ça fait 500 euros par jour, 4000 euros. Donc à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on peut dire 4000 euros, ça vaut tant de pourcents de la boîte ? Et comme indiqué dans le contrat que je me suis procuré,
on attend tout simplement un événement de liquidité. Donc un événement de liquidité, tout simplement, en fait, c'est une levée de fonds. Je vous paraphrase, je vous dis ce qui était marqué dans le contrat, ça désigne tout événement généré par la conclusion d'une opération qui implique la valorisation de la société. Donc ça veut dire que si vous travaillez avec ce développeur, votre intérêt commun, c'est d'atteindre une levée de fonds conséquente le plus rapidement possible. Ça, c'est un point qui est assez important parce que vous pouvez travailler avec des développeurs qui vont se dire qu'ils ont envie de faire traîner le projet le plus longtemps possible. Si vous travaillez au forfait et que vous le payez tout simplement, si vous travaillez à la journée, ils vont vouloir faire traîner le projet pour pouvoir gagner un maximum d'argent. Là, le développeur, il a tout intérêt à être de votre côté, parce que si vous faites une super levée de fonds et que vous gagnez donc pas mal d'argent et que votre startup elle est très bien valorisée, lui, ses parts, en plus, vaudront beaucoup d'argent. Donc on va dire que le développeur, il a facturé 100 jours à 500 € par jour. Il y a donc 50 000 € de facture. On va dire que vous levez 100 000 € pour 10% de la boîte. Donc la valorisation de la boîte, c'est 1 million d'euros. Donc 50 000 €, ça fait 5%. Donc vous donnez à ce moment-là, au moment où vous levez de l'argent, vous donnez 5% de la boîte au développeur. Bon, très sincèrement, je sais pas ce que vous pensez, mais je trouve que c'est un assez bon deal pour tout le monde. Au final, le founder de la boîte, il a dû donner, entre guillemets, seulement 5% de la boîte pour atteindre l'étape fatidique d'une levée de fonds. S'il n'avait pas éteint l'étape de la levée de fonds qu'il avait voulu abandonner, il n'a rien à donner. Ce qui est aussi intéressant pour le développeur, c'est qu'il a investi, entre guillemets, seulement 100 jours de son temps, et il a pu acquérir 5% d'une boîte, et il estime que vous avez une super idée et une super approche du business, et que votre boîte, elle peut valoir quelques millions dans quelques années. Donc en fait, le principe, c'est vraiment de valoriser du temps passé par le prestataire sur la mission en titre de la société. Notez quand même quelque chose, c'est que s'il y a le contrat qui est résilié par une partie ou l'autre, le prestataire, le développeur, en fait, il peut demander soit à avoir des parts, donc dans ce cas-là, il attend qu'il y ait une valorisation de la boîte et il récupère ses parts comme c'était prévu, soit il peut demander à être payé, tout simplement. Tout ça, il faut quand même le formaliser dans le contrat. Il faut dire que si le développeur il demande à être payé, vous avez X jours pour le payer, ou même vous pouvez le payer qu'à partir du moment où il y a une levée de fonds. Tout ça, c'est un peu des détails. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cette disposition, c'est qu'il y a un développeur qui ne connaît rien, un founder qui ne connaît rien à la tech, peut trouver quelqu'un pour l'aider, peut trouver quelqu'un pour créer son produit. Si ça marche pas, a priori, il a pas grand chose à sortir quand même. Et puis ça peut vous aider quand même à trouver éventuellement un associé pour la suite. Moi, je trouve que 5% pour s'occuper de toute la partie technique d'une boîte que tu vas emmener jusqu'à une levée, c'est pas beaucoup. En général, les gens non techniques qui cherchent quelqu'un pour construire un produit, ils cherchent un associé. Et j'ai l'impression qu'on est plus autour du 50-50 que du 95-5. Je suis assez d'accord avec toi sur le principe, mais imaginons que le mec qui a l'idée, il a déjà bossé le concept, il vient avec le truc tout prêt, et on t'a entre guillemets juste à développer. Ça veut dire qu'il sait à peu près où il va, il sait comment il va attaquer son marché et qu'est-ce qu'il est proposé comme valeur. Je suis d'accord avec toi que ça vaut beaucoup plus que 5%, mais est-ce que ça vaut la moitié ? Sachant que toi, t'as été contacté et t'as, entre guillemets, juste à faire ton taf, à savoir développer. C'est une question intéressante. Après, une fois que la levée de fonds a lieu, le problème c'est comment est-ce que toi tu profites de ces 5%. Il faut que la startup fasse un exit ou qu'elle fasse une levée de fonds avec du secondaire, mais c'est plutôt rare et ça arrive dans les séries, ça arrive au bout de 3-4 levées de fonds et encore pas toujours. C'est quand même un énorme pari sur l'avenir. Est-ce qu'il vaut mieux pas rentrer dans la boîte en tant que cofondateur et se dire que tu vas récupérer 50, 40, ça dépend du deal que tu fais avec ton associé, de la boîte. Après, t'as pas forcément envie de te lancer dans une start-up. T'es peut-être très content de travailler chez Google et d'être bien payé en tant que développeur et t'as juste du temps libre le week-end. Personnellement, j'en ai pas fait, mais j'ai l'impression que ça marche plutôt quand même dans cette configuration-là. C'est-à-dire c'est des gens qui font ça à côté, puisque c'est compliqué de pouvoir travailler pendant une longue période sur un projet sans rémunération. Donc là, c'est plutôt un pari, un investissement où tu décides d'investir ton week-end et tes soirées sur quelque chose d'autre que Netflix et potentiellement d'avoir quelques pourcents d'une boîte. Après, je suis un peu d'accord avec toi quand même, Karim, sur un point, c'est que 5%, effectivement, ça peut faire peu. Je pense que ça dépend du business de la boîte.
Si la boîte elle a un business qui est très très tech et qui est de toute façon à son cœur a besoin d'un produit tech très fort, effectivement 5% ça me paraît très peu. Après il y a beaucoup de boîtes qui aujourd'hui se fondent à 50-50, 50% pour un founder business et 50% pour un founder tech. Et alors que ce sont des boîtes qui en fait n'ont pas un gros aspect technique. Et à mon avis c'est une erreur, sans donner de nom, mais il y en a quelques-unes. Même si moi je suis développeur technique et que vous l'êtes aussi, il est vrai que souvent en fait un développeur peut être remplacé. Ça vaut peut-être pas le coup de donner 50% à un développeur quand vous faites une application entre guillemets basique et tout en fait le cœur de votre projet il est porté par un mec qui a énormément de réseaux, qui connaît plein de gens, qui va réussir à signer plein de clients. Ça vaut peut-être pas le coup de lâcher 50% à un développeur. Je pense que ça dépend vraiment du domaine du métier. Et aussi, dans le cas d'une levée de fonds où toi, tu as été développeur for equity, rien ne t'empêche ensuite de renégocier le contrat et de dire que tu veux passer CTO et du coup, maintenant qu'il y a de l'argent, tu vas te verser un salaire, par exemple. Oui, c'est ça. Et puis a priori, si tout s'est bien passé, que la boîte elle est arrivée jusqu'à la levée de fonds, il n'y a pas de raison que à ce niveau-là, il puisse pas y avoir un accord pour que vous puissiez prendre une forte position comme CTO ou comme tech lead dans la boîte qui vient de lever. Donc a priori, si la boîte arrive à lever, ça veut dire quand même que les choses sont bien faites, qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Et t'as des exemples de boîtes qui ont été construites avec du tech for equity ? Malheureusement, j'en ai pas trouvé. Et malheureusement, j'ai pas l'autorisation de vous donner le nom de la boîte qui m'a fourni ce contrat. Mais en tout cas, il y en a. Il y a d'autres modes de fonctionnement comme celui-là. Évidemment, il y a des gens qui donnent leur réseau contre un petit peu d'equity. Il y a des gens qui permettent d'ouvrir leur business à une boîte contre un peu d'equity. Bon, il y a pas mal de fonctionnements différents. En tout cas, vraiment, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous sortez pas d'argent. Et a priori, le développeur, il est autant intéressé que vous pour le succès de votre boîte, quoi. Et il y a le mec de Silicon Valley qui fait du housing for equity, non ? Tu viens travailler dans sa maison et tu lui donnes des parts. Pour ceux qui ont regardé Silicon Valley, effectivement, il y a Erlich Bachman qui a un incubateur. Et en fait, son incubateur, c'est une table et un lit. Mais bon, ça, on peut le faire que à la Silicon Valley où les loyers sont ce qu'ils sont. Et je crois qu'ils lâchent 10% de leur boîte à chaque fois pour être dans l'incubateur. Ce qui est quand même assez énorme. Mais bon, très bonne série. Si vous l'avez pas vue, excellente série qui s'est terminée là en 2019 et je recommande. Allez, on va enchaîner avec le flop de la semaine. C'est Karim qui va nous parler de Yelp et du Corona. Alors le fail de la semaine concerne deux startups californiennes devenues énormes. On a d'un côté Yelp, qui est un service qui permet de laisser des avis sur des lieux publics, type restaurants et bars. Et de l'autre côté, on a GoFundMe, qui est un service de crowdfunding qui permet aux gens qui le souhaitent d'organiser une cagnotte pour récolter des fonds pour une cause de leur choix. Les deux ont fait un partenariat et ont créé automatiquement des cagnottes d'appel aux dons pour les petits commerces. 144 000 au total, pour faire face au manque à gagner causé par la crise sanitaire en cours. Concrètement, tu vas sur la page Yelp de ton bar préféré, au hasard le BMC, et là tu vois un bouton « Donner » qui t'amène vers une page avec la photo et l'adresse du bar, et on te demande de faire un don pour l'aider à traverser la crise. Pourquoi est-ce que c'est un problème ? D'une part, parce que les établissements n'ont pas été mis au courant, et que Yelp et GoFundMe jouent sur l'ambiguïté et laissent les visiteurs penser que c'est le bar qui a lancé cette cagnotte et cet appel aux dons. Et d'autre part, parce que par défaut, GoFundMe ajoute 15% de frais et ils sont pas hyper transparents là-dessus. Alors, peut-être que business is business, mais quand il y a des multinationales qui s'associent entre elles et qui profitent d'une crise sanitaire mondiale pour soutirer de l'argent à des particuliers en se faisant passer pour des petits commerces, je suis peut-être un peu bisounours, mais je dis stop. Ouais, on est assez d'accord, je pense, là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des restaurants qui ont effectivement dit qu'ils avaient reçu cet argent ? Est-ce que cet argent est vraiment arrivé dans les mains d'un restaurant ou est-ce qu'il faut en plus qu'ils aillent le demander ? Il faut qu'ils aillent le demander. Donc s'ils vont pas le demander, l'argent reste chez Yelp et GoFundMe ? L'argent, on sait pas où il est, mais il va pas au restaurant. Et il est dans un état quantique. Il est entre chez Yelp et chez GoFundMe, tu vois. Alors là, c'est quand même la grosse arnaque de la part de Yelp. J'imagine le scénario où
Tu vois, on a le Kazoo Kebab. Voilà, et puis là, ziac, coronavirus, on n'est pas bien et on n'a pas de thunes. Et là, on nous dit, mais regardez, il y a GoFundMe et Yelp qui ont ouvert une cagnotte pour toi. Il y a des gens qui ont donné. Première nouvelle. Attendez quoi? Ah bon? Et là, tu te rends sur la page et tu vois, imaginons, $10 000. Tu te dis, oh, sexy, je vais pouvoir récupérer ça. Je vais contacter GoFundMe. Et là, ils disent, tu veux? C'est 15% pour nous. C'est vraiment l'arnaque, mais ça me rappelle, pour ceux qui connaissent, le navigateur Brave. Sur Brave, il y a une rémunération des créateurs de contenu qui est proposée avec un token de crypto-monnaie qui s'appelle le BAT. Et puis il y a des youtubeurs, il y a des créateurs de contenu qui se sont aperçus qu'en fait Brave récoltait des dons en leur personne, sans leur dire. Ah ouais? Ouais, évidemment. Et bien évidemment, donc ils pouvaient faire un don à un mec, et puis si le mec vient pas réclamer son don, en fait le don reste chez Brave. Puis il y a des youtubeurs qui ont dit qu'ils voulaient surtout pas faire partie de ce truc-là et qui voulaient redonner l'argent qui avait été donné à Brave. Et en fait, on peut pas parce que c'est des tokens, c'est de la crypto-monnaie, les transactions sont anonymes, donc on sait pas qui a donné combien, mais il y avait quand même pas mal d'argent. Et aujourd'hui, ils sont dans un espèce de flou où le youtubeur ne veut pas accepter l'argent, Brave ne peut pas rendre l'argent, mais le youtubeur ne veut pas non plus que Brave garde l'argent, donc c'est un peu la même histoire. Je pense que Yelp, ils ont été inspirés un peu par Brave. Ils veulent l'argent, mais il faut que ce soit dans un état un peu bizarre pour qu'ils puissent le garder, quoi. Et puis surtout, ils prennent par défaut 15% aussi. Sans le dire, effectivement, ce qui est quand même pas très sympa, donc Yelp, pas bien. Pas bien Yelp, GoFundMe, pas bien. Et donc attends, GoFundMe prend 15%, c'est intéressant ça, parce qu'on a vu pas mal de GoFundMe apparaître aux États-Unis pour des gens qui ont besoin de payer leur insuline ou des choses comme ça. Mm-hmm. Donc quand quelqu'un a besoin de payer son insuline et à l'article de la mort, GoFundMe prend 15% dessus. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu fais un don de $100 par exemple, par défaut, tu vas être facturé 115 et tu donnes un tip à GoFundMe. C'est comme ça qu'ils arrivent à dire que c'est une plateforme qui ne prend pas de frais. Parce que par défaut, ils rajoutent un pourboire. Et je suis allé voir, pour ne pas mettre de pourboire, il faut aller dans le menu, cliquer sur « Autre » et mettre 0. Ok, surtout que 15% c'est énorme. C'est quand même un sacré pourboire. 15% c'est gigantesque. Ouais. C'est énorme. Ouais, merci pour ce flop de la semaine. Et je crois que Cameron va enchaîner. On va finir sur une note positive. Alors, je vais vous parler d'une start-up française et qui est un peu dans le thème du Corona. Alors, ça s'appelle Everclean Hand. Alors, comme vous pouvez l'entendre dans le nom, on va parler de lavage de mains. Alors, en fait, pour la petite histoire, alors ça a été fondé par Asbed Kishichian. Alors, si j'écorche son nom, eh bien, monsieur Kishichian, vous êtes invité à notre plateau pour pouvoir parler de votre start-up. Voilà. Sur notre plateau, sur Skype. Vous êtes pas prêts, amenez du saucisson. Et en fait, qu'est-ce que propose Everclean Hand? En fait, il propose des bornes de nettoyage de mains automatiques à déployer dans les espaces publics. Alors, c'est quoi un espace public? C'est les transports en commun, les entreprises, les restaurants, les zones commerciales, l'environnement médical. Donc, en gros, vous rentrez dans votre carrefour préféré et à l'entrée, vous pourrez potentiellement rencontrer une borne de Everclean Hand. Alors comment ça fonctionne Everclean Hand? Ça ressemble un petit peu à, vous voyez les sèche-mains que vous trouvez dans les toilettes là, un peu comme le truc. Ouais. Les Dyson. Nous ne sommes pas sponsorisés par Dyson. Je donnerai pas le nom de la marque aux aspirateurs, sauf s'ils nous sponsorisent. Et bien en fait ça ressemble un petit peu à ça. Vous placez vos mains dans une espèce d'orifice et puis pendant 7 secondes on va vous vaporiser alors une solution désinfectante naturelle qui va pouvoir désinfecter les mains. Et donc on éviterait comme ça de faire partie des 80% de la population qui se transmet des maladies par les mains. Et ces petits bonhommes là, alors c'est super cool ce qu'ils font, je trouve que c'est plutôt sympa comme produit. Et ils sont un peu dans le mal actuellement parce qu'effectivement avec le corona, la fermeture des frontières et les frictions qu'il y a au niveau de la production et des échanges commerciaux, alors ils ont un petit peu du mal à s'approvisionner. Alors j'espère qu'ils vont pouvoir répondre à la demande de tout le monde parce qu'effectivement avec le corona ils ont eu une explosion dans la demande et leurs clients c'est pas n'importe qui, c'est Sodexo, de Richebourg, Atalian, le CEA, l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, Capgemini, Total. Enfin, c'est pas des boutiques de quartier quoi. C'est pas un Kazoo Kebab. C'est plutôt sympa je crois comme produit de pouvoir se laver les mains comme ça avec un truc 100% français.
Et je voulais dire quelque chose et j'ai oublié, donc ce sera coupé au montage. Alors comment ça marche? Tu mets tes mains dans un trou et ça te pulvérise du savon? Ça te pulvérise une solution naturelle, selon leur dire, qui est non agressif. Alors c'est pas comme le gel hydroalcoolique, parce que on a pu voir les mains de... je vous invite à consulter les photos des mains des médecins qui l'utilisent constamment en longueur de journée. Leurs mains sont dans un état assez difficile. Donc en gros là, l'idée c'est de se dire, on va vous nettoyer les mains avec une solution désinfectante qui n'agresse pas votre délicate peau de client, n'est-ce pas? Ça dure 7 secondes et la borne est super sympa, ça ressemble vraiment à une petite borne bleue assez design et tout est sans contact. Alors vous n'avez pas à toucher la borne parce que ce serait bizarre de devoir mettre vos doigts sales pour pouvoir les nettoyer derrière. Et bien en fait, c'est quand vous vous approchez de la borne, rien qu'en mettant les mains dedans, les instructions vont s'afficher sur un petit écran et vont vous indiquer toutes les étapes à suivre afin de nettoyer vos mains dans les meilleures conditions. Ça c'est top ça. Alors le problème c'est quand tu sors de là, qu'est-ce que tu fais? Tu mets la main sur la poignée des toilettes et c'est dégueulasse. Imaginons que tu te rends dans ton centre commercial préféré, et si tout le monde adoptait ce réflexe de je m'arrête à la borne, je nettoie mes mains, puis je vais aller tripoter tous les articles dans les rayons, et bien déjà ça pourrait éviter la transmission de masse de tout ce qui est gastro, grippe, ce genre de bêtises là, notamment dans les transports en commun. On la connaît, la barre de métro de Paris qui a toutes les maladies infectieuses du monde, et que si tu la lèches, c'est un call direct avec Jésus, hein. C'est un Vatican Hotline quoi. Tu vois. Elles sont pires que les barres de striptease à Portland. Ces petits bonhommes-là, en fait, ils annonçaient un chiffre. En fait, leur argument de vente, c'était aujourd'hui, les arrêts maladie, tout ce qui est congé maladie et tout ça, ça coûte 45 milliards d'euros par an aux entreprises qui déclarent en France. Eh bien, avec leur solution, ils pourraient réduire ce chiffre de manière significative. Ok. Et ça fonctionne sur le principe de... c'est le même principe que les machines à café. Donc, vous savez, donc, ils gèrent l'entretien, la propreté, le placement du produit, tout ça. Donc en gros, vous payez juste un package où il y a un type qui va venir installer la borne chez vous. Vous la payez tous les mois et puis le type vient rajouter la petite solution délicate pour vos petites mains. Il vient la nettoyer, il vient la maintenir de manière à ce que toute votre entreprise puisse se toucher avec satisfaction leur visage comme ça, là, sans rapport de choper une maladie qui va les coucher pour les 4 prochains jours. On avait peur d'où allait ta phrase quand on dit que toute entreprise allait pouvoir se toucher. Ne vous touchez pas au travail, c'est très mal vu. Alors moi j'ai une question. S'il y a un biologiste qui nous écoute, enfin, si tant est quelqu'un nous écoute, mais s'il y a un biologiste qui nous écoute et qui veut bien nous expliquer, mais si on se lave les mains tout le temps, qu'on a des microbes sur les mains, est-ce que les microbes qui survivent, ils vont pas devenir des super microbes, c'est-à-dire ceux qui ont survécu au lavage de mains, et ensuite ils se reproduisent, et du coup on a plein de microbes de partout qui résistent à tous nos gels hydroalcooliques et à nos savons et à nos trucs comme ça. Antonin, t'es en train de faire du révisionnisme sur les conseils des gestes barrières du gouvernement. Ouais. Je me désolidarise de ce podcast. Non mais voilà, je me posais la question. Non mais c'est vrai, c'est ce qui se passe avec les pesticides, où en effet tu tues tous les pucerons, mais les seuls qui survivent, c'est les super pucerons. Et à la fin, ils évoluent, et ça devient une calamité égyptienne, et puis ils rasent ta maison, et ils prennent ta femme. Eh bien, je pense que c'est une excellente conclusion à notre deuxième édition de Silicone Sentier. On a bien rigolé, on a bien parlé. J'espère que vous avez apprécié. On a écouté un peu... on vous a entendu. Hein, on vous a entendu, et vous vouliez un truc un peu plus court. On a fait un petit peu plus court, normalement, pour cette fois-là. On vous a compris. Exactement. Eh bien, merci à tous. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Et puis, eh bien, on se retrouve dans 2 semaines. Malheureusement, on sera probablement toujours en confinement. Mais alors, attention les yeux. Lorsque le confinement sera terminé, on va réenregistrer évidemment de nouveaux podcasts. Et là, on sera tous ensemble dans la même pièce. Il y aura du saucisson, il y aura du vin, il y aura du whisky. Et là, on pourra beaucoup rigoler. Vous verrez, ce sera super. Est-ce que on fait un petit mot de la fin? Les bidons veulent les guidons. Merci beaucoup. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un pouce et à nous suivre sur YouTube, à nous mettre en favori sur Spotify, à nous suivre sur Twitter. Alors le nom sur Twitter c'est Silicone Sentier Podcast. Vous pouvez retweeter, vous pouvez like. Mais suivez-nous sur tous les réseaux sociaux, venez nous parler, donnez-nous des idées de sujets si vous avez envie qu'on aborde des choses, qu'on fasse des petits dossiers, on se fera un plaisir. Et puis si vous avez des plaintes, si vous avez des choses à nous faire passer, vous pouvez aussi passer par Twitter et on se fera un plaisir de vous bloquer et de vous ignorer. Ah putain, c'était quoi la phrase de Dieudonné là-dessus là?
Je vous redirige à mon directeur de publication, un truc comme ça. Ah mec, tu fais des refs à Dieudonné. Est-ce qu'on cite de Dieudonné? Je suis pas sûr. Ah, je suis pas sûr non plus. Surtout le Dieudonné récent. Bon, bah je pense qu'on a tout. On coupe. Exactement, allez, merci à tous. Bye bye, et à dans 2 semaines alors. I want France to be a startup nation. Chez Fink, c'est une culture de guerre, c'est une culture de fight. On n'a pas peur de dire que construire une grande boîte, c'est un combat et âme sensible s'abstenir. Et il pense que c'est révolutionnaire parce que son conseiller Pôle emploi l'encourage, forcément, ça leur fait un chômeur de moins officiellement. Mais bien sûr, Pierrick, une appli qui géolocalise les prostituées, lance-toi mon pote. T'es le prochain Mark Zuckerberg, ça se sent. Combien de fois on va sur des sites internet, puis là il nous demande de rentrer un code avec des chiffres et des lettres bleues tordues, et il veut vérifier si on est des robots. Toi, t'es un robot ordinateur. Comment toi tu vérifies si moi je suis un robot? C'est moi qui t'ai acheté.